Bonjour, bonsoir, bon après-midi, je sais pas quand est-ce. Ouais, plutôt le soir. Du coup, bonsoir à toutes et à tous, et que deux. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce soir la méthode, ou en tout cas les grandes lignes de la méthode dite séfarade, donc la méthode d'étude du Talmud séfarade, qui a été introduite au XIV-XVe siècle par le Rav Yitzhak Penton. Alors je vais commencer d'abord par des remarques introductives concernant la situation historique du personnage. Alors Rav Yitzhak Penton, il naît en Castille en 1360 et il décède à Penafiel, dans la province du Valladolid en Espagne, en 1463. Il a vécu un peu plus de 100 ans. C'est un éminent talmudiste et une figure majeure du judaïsme espagnol du XIVe siècle. Et plus généralement, comme on va le voir, de l'histoire de la tradition orale. Alors il est peu connu dans le monde des académies talmudiques, dans le monde des yeshivot. Pourtant, la majorité, si ce n'est, je pense, tous ses contemporains historiographes juifs, vous savez, au XIVe siècle, au XVe siècle, il y a eu beaucoup de rabbins qui ont écrit des généalogies de l'histoire de la tradition orale. Et donc, dans ces généalogies-là, il est toujours cité, il a toujours sa place. Et notamment, peut-être la plus célèbre des généalogies, c'est le Sefer Yochassin, qui est écrit par le Rav Avraham Zakuto, je crois qu'il naît en 1451 ou quelque chose par là. Donc lui, il écrit une généalogie qui part de Adam jusqu'à lui, où il retrace toutes les grandes figures, toutes les grandes figures du judaïsme. Donc il commence d'abord par les figures qu'on trouve dans la Bible, donc dans le Chumash d'abord, puis ensuite les prophètes, les juges, etc. Et il en vient aux rabbins de la Mishnah, aux rabbins du Talmud, aux rabbins médiévaux, et il termine à peu près vers Rav Yitzhak Penton. Il réserve aussi une dernière partie, je crois que c'est dans le 6e discours, sur l'histoire des rois, en fait. Depuis, je crois qu'il remonte de Adam jusqu'au roi espagnol de son époque. C'est dans le premier extrait que je vous ai donné là, dans l'exemplier, où alors il commence pas tout de suite le paragraphe sur Rav Penton, il cite d'abord d'autres rabbins qui ne met pas forcément dans l'ordre toujours chronologique. Puis quand il en arrive à Rav Penton, voilà, il le qualifie le grand maître, donc c'est l'extrait 1, le chef spirituel d'Israël, maître des sages évoqués plus haut. Donc là, il cite 3 rabbins qu'il vient de citer, Rabbi Yitzhak d'Iléon, Rabbi Yitzhak Aboav et Rabbi Shmuel, alors là c'est plutôt Balanzi, c'est mal orthographié, l'homme pieux et humble, animé d'un esprit divin, c'est le grand luminaire, Rabbi Yitzhak Penton, fils du sage Rabbi Yaakov Penton, auteur d'ouvrages en mathématiques, en astronomie et en Torah, mais son fils Rabbi Yitzhak fut appelé le génie de Castille. Alors en hébreu ça donne Gaon Mikasti, donc c'est un terme assez fort parce qu'à l'origine c'est un terme qu'on utilise, je ne sais pas si Aaron tu en as déjà parlé, pour les successeurs des Amoraïm, donc des rédacteurs du Talmud en Babylonie. Donc ça marque un peu l'importance qu'il a pour les Juifs espagnols à cette époque-là. Donc là il poursuit Rav Zakuto, moi je l'ai vu de mes propres yeux, et quiconque voyait son visage, c'était comme s'il recevait la face de la présence divine. Je l'ai vu alors que j'étais âgé de 6 ou 7 ans, et il mourut à Penafiel en l'année 5223 de la création, soit 1463 de l'ère commune. Alors, Rav Penton, c'est tout d'abord une figure importante de l'histoire de la tradition orale. En fait, il est important à 2 titres. De par son ascendance, donc c'est l'héritier d'une tradition orale, d'éminents talmudistes espagnols qui commence avec le Ramban. Et c'est également, comme vous l'aurez, une figure importante parce que ça va être lui qui va faire le pas entre le monde espagnol et le monde post-Inquisition, qui va se répartir en Afrique du Nord, en Israël, en Crète, en Italie, etc. Donc c'est le directeur d'une importante école talmudique à Zamora, en Castille, et en tant que tel, comme je l'ai dit, il appartient à la longue tradition des talmudistes espagnols. Donc en fait, il est d'élève en élève, d'élève en maître et d'élève en maître, il est l'héritier direct du Ramban. Donc si vous voulez, il a étudié avec son père, qui a étudié avec Chasdai Crescas, qui est un talmudiste et philosophe, plus connu pour ses œuvres philosophiques, un peu moins pour ses œuvres talmudiques, parce que je crois qu'il avait le projet de réécrire un code qui, pour lui, qui avait pour objectif de venir remplacer le Mishneh Torah du Rambam. Bon, il n'a pas eu le temps de le faire.
Du coup, on n'a pas de traces de ses écrits, mais c'était un peu la grande figure aussi rabbinique de son époque. Chazai Crescas, il a étudié chez le Ran, Rabbeinu Nissim, de Géronde, qui lui-même a étudié chez le Ritba, qui a étudié chez le Rashba, Shlomo Ben Aderet, chez le et qui lui-même est élève du Ramban, que je dois présenter, ou je ne sais pas si tu en as parlé. Alors le Ramban, c'est, on va en parler un peu après dans sa méthode, mais c'est un peu le grand rabbin de l'Espagne au XIIIe siècle. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, il a écrit des commentaires sur le Talmud, il a écrit, si je ne dis pas de bêtises, un ensemble de réponses, je crois. Alors je ne sais pas s'il y a des réponses aux attaques de, je sais, j'ai plus en tête quel rabbin, sur le Rif. Aaron, tu me corriges si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, En gros, il y a un rabbin qui a écrit des annotations sur le Rif, et lui, il vient répondre aux critiques qu'on a fait sur le Rif. Il a également écrit un commentaire important sur le Chumash, et aussi, je crois, un commentaire où il discute philosophie et métaphysique avec le Ramban. Je ne dis pas de bêtises. Donc on voit comme ça que Rav Kanpenon, donc, il hérite un peu de toute cette tradition espagnole, de tous ces rabbins successifs, mais c'est également un maillon central de la chaîne de la tradition, du fait de l'influence qu'il va avoir sur le judaïsme séfarade après l'Inquisition. Alors les perquisitions anti-juives, qui débutent en 1391, et qui préfigurent un petit peu l'Inquisition, ont porté un coup important au judaïsme espagnol, et surtout au monde des études talmudiques. Il y a beaucoup de massacres, ce qui fait que les juifs ont forcément moins la possibilité de s'adonner aux études, et donc il y a une perte du savoir qui se fait sentir de plus en plus. Mais le Rav Kanpenon, c'est lui qui va, si on veut, relancer la machine en formant un nombre important d'élèves qui, après l'Inquisition, ou pendant cette période, inonderont par la suite l'ensemble du bassin méditerranéen. Et on sait qu'au moins 13 des plus grands érudits d'Espagne, d'Israël, de Crète et d'Israël vont être ses élèves directs, ou ses élèves directs à la première ou à la deuxième ou à la troisième génération. Bon, pour vous donner un exemple assez parlant, donc le Rav Kanpenon, il a formé le Rav Yitzhak Abouhav, qui est l'auteur d'un nombre important de commentaires sur le Talmud, et en particulier d'un commentaire sur la section Or HaChaim du Tour, qui était à l'époque, et qui est peut-être encore aujourd'hui, une des codifications les plus importantes de la loi juive, qui a été écrite par le fils du Rosh, donc Rabbi Yechi Rabbeinu Yaakov ben Asher, donc le fils du Rosh, qui est lui-même Rabbi Asher ben Yechiel. Donc le Rosh, c'est un commentateur du Talmud, un des plus importants commentateurs du Talmud, que ce soit pour les halachistes, que ce soit pour les talmudistes. C'est un incontournable. Je veux dire, quand on étudie le Talmud, il y a un passage obligatoire par les analyses que fait le Rosh. Donc ce Rabbi Yitzhak Abouhav-là, il a eu lui-même un élève, qui est le Rav Yaakov Berav. Alors le Rav Yaakov Berav, c'est une figure importante, quasiment même centrale du judaïsme rabbinique en Israël, puisque à son époque, il tente de réintroduire la smicha, donc l'ordination rabbinique qui existait à l'époque du Temple, parce que lui, il se base sur l'opinion de Maïmonide, qui considère que l'ordination rabbinique peut se réintroduire, peut revenir, si la majorité des sages d'Israël s'accordent pour la réinstituer, en fait. C'est pas l'avis de tout le monde, c'est l'avis de Maïmonide. Rav Yaakov Berav s'est basé sur cette position-là pour réintroduire la smicha. Il a formé 5 élèves qu'il a ordonnés lui-même, et en particulier, peut-être un des rabbins les plus fameux de la tradition orale, c'est Rabbi Yosef Karo, donc l'auteur du Shulchan Aruch. Donc on voit que Rav Yitzhak Kanpenon forme des élèves et influence jusqu'à même le Shulchan Aruch, comme on le verra plus tard. Donc c'est un personnage très important aussi à ce titre-là. Donc il hérite d'une tradition et en même temps il transmet cette tradition à la suite des rabbins qui vont ensuite s'expatrier un petit peu partout dans le reste du monde. Donc si on veut, c'est un peu un pivot, c'est-à-dire que la tradition orale, elle transite par lui, elle descend
d'Europe, elle va en Espagne, puis à partir de lui, hop, elle va ensuite inonder le reste du bassin méditerranéen. Donc, ça c'est pour la partie historique, pour resituer un petit peu le personnage. Ce qui est important, ce qui va être important pour nous, c'est de comprendre que, au-delà de ce statut-là, de cette place de pivot, ça va être aussi un personnage important parce que, comme je l'ai dit, il va introduire une méthodologie d'étude un petit peu nouvelle, un petit peu révolutionnaire, un petit peu plus formelle, plus structurée aussi, et à certains aspects plus radical que la façon dont on étudiait jusqu'alors. Ce qui est important aussi, c'est que cette méthode-là, pareil, elle va influencer le monde des yeshivot séfarades et d'une certaine manière, elle va aussi influencer le monde des yeshivot contemporaines parce que beaucoup de pas de mode opérateur, mais il y a une grande partie de la façon dont on étudie dans les yeshivot modernes, en fait, sans le savoir, hérite de sa façon d'interpréter et d'étudier le Talmud. Alors, pour bien comprendre, disons, la richesse et l'innovation de sa méthode, donc de la méthode Rav Penton, je pense que c'est important de faire d'abord un léger retour en arrière et d'essayer de contextualiser sa méthode dans le paysage méthodologique et historique du Talmud. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide et assez succincte de la façon dont on étudie depuis Rashi jusqu'à lui. Il y a deux grands moments, on va dire. Plutôt, il y a deux grands moments d'étude. Il y a la méthode du nord de l'Europe, donc de la France, de l'Allemagne. Et puis on a en parallèle aussi la méthode espagnole. À un moment donné, au 10e et 11e siècle, elles sont un petit peu différentes. Puis à partir du 12e et du 13e siècle, comme on va le voir sous l'impulsion du Ramban, elles vont un petit peu se fusionner. Donc, tout d'abord, la méthode de Rashi, comment Rashi étudie le Talmud. Ce qui est important de retenir, on ne sait pas grand-chose en fin de compte, je pense, sur la façon dont il Rashi. Il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de thèses là-dessus. Mais ce qui fait à peu près certitude, ce qui a fait à peu près l'unanimité, c'est que la façon dont Rashi étudie le Talmud, la façon en tout cas dont il présente du moins les choses, il faudrait voir comment, en tout cas la façon dont il présente dans son commentaire, c'est une étude qui est locale. C'est-à-dire que ce qui va prendre le dessus, c'est le contexte qui prime. Rashi va toujours choisir d'analyser ou de présenter une définition, une interprétation d'une règle dans ses gloses, à partir du contexte local du sujet ou du traité. Si dans le Talmud, on pourrait avoir dans le Talmud deux explications de Rashi différentes de la même règle parce qu'elles apparaissent dans deux traités différents et parce qu'elles ont une utilité différente et un usage différent dans les deux traités. Donc c'est pas parce qu'il y a une même règle qu'elle va avoir la même interprétation chez Rashi, parce que tout simplement, lui, il va plutôt se baser sur la façon dont on emploie les règles, les concepts au sein d'une structure, d'une unité d'étude, sans forcément essayer d'unifier tout ça dans les différents traités qu'on trouve dans le Talmud. À partir du XIIe et du XIIIe siècle, apparaissent donc les tosafistes. Alors, les tosafistes, les tosfot en hébreu, ça correspond à peu près simplement à toute la compilation des glosses sur le Talmud qui sont réalisées à partir du XIIe siècle, donc du XIIe, XIIIe siècle, par les rabbins du nord de la France, de l'Allemagne, aussi de l'Angleterre. Il y a aussi des tosfot en Angleterre. Il est possible qu'il y en ait également en Italie. Alors, ce qui va différencier la méthode des tosfot de la méthode de Rashi, c'est assez radical, c'est que tosfot vont justement prendre le contre-pied de cette analyse locale pour proposer une analyse globale. La grande thèse de Tosfot, c'est que tout le Talmud, en fait, est en fait un système, donc est cohérent et non contradictoire. Et si on trouve des contradictions qui apparaissent dans des sougyotes, je sais pas comment tu traduirais sougyotes, des sujets d'études, je sais pas, quelque chose comme ça, il va falloir, donc ça va être que des contradictions apparentes, puisqu'il y a un même auteur derrière qui rédige la totalité du texte. Donc, c'est des contradictions apparentes qu'il faut résoudre. On peut les résoudre, donc, il y a deux thèses ici. La première, c'est que... Donc, l'hypothèse, c'est que le Talmud est un système cohérent, unifié. Et de ce présupposé-là, on en découle deux thèses. La première, c'est qu'il est possible de résoudre les contradictions
qui sont dans le Talmud, puisque c'est un seul auteur, puisque c'est un système. Et la deuxième, c'est que ces contradictions qu'on peut résoudre doivent être résolues en faisant appel à des distinctions nouvelles qui ne sont pas dans le Talmud, ou à des hypothèses ad hoc, ou à des distinctions, etc. L'exemple un petit peu paradigmatique de cette affaire de méthode globale, c'est la sugya de donc le sujet, la question de Ben Hashmashot. Dans le Talmud, dans le traité Shabbat, il y a une discussion chez les rabbins, il y a une question qui est posée de savoir, de savoir quel est le statut du crépuscule. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est aucun des deux? Et c'est une question en soi qui est intéressante. Demander dans la rue à des gens, quand c'est le moment de crépuscule, est-ce qu'on est le jour ou la nuit? Je ne suis pas certain que tout le monde réponde pareil. En tout cas, les rabbins se posent cette question. Alors, il y a des implications qui sont importantes, notamment pour Shabbat, puisque comme on sait que chez les Juifs, dans la halacha, le jour commence à la nuit tombée. Si le crépuscule, c'est la nuit, on est déjà dans Shabbat, par exemple, donc il y aurait des travaux qu'on n'aurait pas le droit de faire. Si c'est pas encore le jour, si c'est pas encore la nuit, pardon, on n'est pas encore dans Shabbat. Donc c'est une question qui est posée, il n'y a pas de réponse qui est apportée, c'est pour ça qu'on considère que ce moment... peu importe. Il n'y a pas de réponse qui est apportée dans le Talmud à cette question, mais en tout cas, il va y avoir plusieurs avis qui vont essayer de donner la durée du temps du crépuscule. Un des avis, qui est celui de Rabbi Yehuda, je crois qu'il donne 3/4, je ne sais plus exactement combien de temps ça dure, hein, l'avis qu'il donne, quelque chose comme 18 minutes ou peut-être un peu plus. C'est l'avis qu'il donne dans le Shabbat. Sauf que dans un autre traité, dans le traité Brachot, on discute aussi de cette notion de crépuscule, et ce même rabbin, Rabbi Yehuda, va donner une autre durée pour le crépuscule. Donc Tosfot relève cette contradiction-là, et pour la résoudre, vont introduire du coup une nouvelle hypothèse qui consiste à dire qu'en fait, il y a deux crépuscules. Le Talmud nous parle de deux crépuscules différents. Dans Brachot, dans le traité Brachot, qui est un crépuscule un peu plus long, en fait, c'est le crépuscule qui commence à partir du moment où le soleil commence à quitter l'horizon. Dans le Shabbat, où le temps est un peu plus... La durée du crépuscule est plus petite, c'est le crépuscule qui commence à partir du moment où le soleil disparaît de l'horizon. Ça, c'est la réponse que propose Tosfot. Donc on voit que on est face à une façon globale de raisonner, d'étudier, d'analyser le texte. On a un énoncé contradictoire, donc on le suppose contradictoire. Pour le résoudre, on fait appel à une hypothèse. Pour illustrer ça, un des élèves du Rav Kan Penton, justement, qui va du coup plutôt suivre la méthode d'étude séfarade, lui va considérer que, j'ai plus en tête le nom, je crois que c'est le Rav Al-Ashkar, je n'ai plus en tête son prénom, mais c'est pareil, c'est un commentateur assez fameux du Talmud, du 16e siècle, je crois, fin 15e, début 16e. Lui, pour résoudre ce problème, il va juste dire que le Rav Yehuda a changé d'avis d'un traité à l'autre. Vous voyez ? Donc il résout différemment la question, il ne considère pas qu'il y a une contradiction, il ne considère pas qu'il y a des distinctions nouvelles à intégrer, à apporter. C'est juste que le Talmud n'est pas une unité systématique, complètement sortie du temps. C'est une compilation d'avis, et une compilation d'avis qui se fait dans le temps, et on peut considérer que si on a une contradiction, en fait c'est pas une contradiction, c'est une contradiction, c'est juste parce que l'auteur change d'avis en fait, d'un traité à l'autre. Voilà pour vous montrer que la conception de Tosfot, elle est pas du tout évidente. Il y a des auteurs qui sont pas forcément d'accord avec cette vision-là. En parallèle, en Espagne, au XIe siècle, on va avoir une méthode un petit peu différente de celle de Rashi et de celle de Tosfot. Ce qui va primer à l'époque pour Rashi, ce qui prime, c'est avant tout l'interprétation du texte, la compréhension qu'on peut avoir du Talmud. Rashi, ce qu'on appelle un parshan dans les termes classiques, dans la littérature classique, c'est-à-dire que lui, son objectif, c'est d'expliquer les textes. Il explique le Talmud, il explique la Bible, il explique le Chumash, il explique le Tanakh. On a certaines glosses aussi d'explication du Midrash. Donc lui, son projet, c'est vraiment d'expliquer, de mettre à la portée de tous les textes de la tradition.
Sa littérature halachique, il la réserve à son tribunal et à des responsables qui sont spécialement conçus pour répondre à des problèmes halachiques. En Espagne, les choses se font un petit peu différemment, en tout cas au Xe siècle, au XIe siècle, parce que alors d'un côté, on va analyser les traités, on va analyser le Talmud de la même façon que Rashi, c'est-à-dire localement, sans faire l'hypothèse que font les tosafistes qui consiste à, donc, comme on l'a dit, à prendre le Talmud comme un tout, unifié. Et ça va être les moyens, mais dans le but de tirer la loi. Ça ne va pas simplement être une interprétation, ça ne va même pas du tout être une interprétation du texte, ça va surtout être des textes qui vont avoir pour but de présenter la loi plutôt que de présenter l'interprétation des textes. On a trois exemples typiques de cette façon de procéder. On a bien sûr le Rambam avec son Mishneh Torah, son code Yad HaChazaka, d'accord, où là, lui, il est complètement là-dedans, il est héritier de cette méthode-là. Donc il présente, il est un petit peu après le XIe siècle, mais il s'affilait en tout cas à cette méthode. Il rédige un code de loi, dans lequel il présente de manière organisée l'ensemble des lois qui se trouvent dans le Talmud. On a un autre auteur, un petit peu avant, qui s'appelle le Rif, donc Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui va rédiger lui aussi un code un petit peu moins organisé que le Rambam. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre la structure du Talmud, sauf qu'il va supprimer toutes les parties de discussion. Il va garder que les conclusions, à chaque fois, halachiques. Parfois, quand les sujets sont compliqués, il met un petit peu en pause sa présentation des lois, et il prend le temps d'expliquer un sujet, de le développer, mais toujours dans le but d'en tirer la halakha. Et c'est là où on voit sa façon de procéder, qui est pareille, comme celle de Rashi, qui va toujours être locale. Il ne va pas chercher à résoudre les traités en essayant de mettre tout le monde d'accord. Un troisième auteur, un petit peu plus ancien que le Rif, alors qui est moins connu, qui est connu pour d'autres raisons, qui est le Rav Shmuel Hanagid, Samuel ou Shmuel Ibn Nagrila. Alors c'est un personnage assez particulier parce que c'était à la fois un poète, à la fois un éminent talmudiste à son époque, mais aussi et surtout, c'était le premier ministre et le chef des armées du sultan Zirid Habou, à l'époque du califat, à l'époque du royaume de Grenade, en fait, tout simplement, donc l'Espagne islamique. Donc c'est un personnage assez particulier parce que justement, il a réussi, si on veut, à contourner le statut de dhimmi, parce que, vous savez, c'est le statut qui interdisait aux juifs de monter à cheval, de commander des musulmans, etc. Lui, en tant que chef des armées, premier ministre du sultan, il allait souvent à la guerre, donc on a des poèmes de lui où il parle de ses victoires à la guerre et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était en même temps un très grand talmudiste. Notamment, on le sait parce que, alors on n'a plus ses textes, mais on sait qu'il a rédigé un code de loi, lui aussi, sur l'ensemble du Talmud. On a son introduction au Talmud. Oui, je crois qu'il fait également une généalogie des sages qu'on trouve dans le Talmud, et également une petite partie où il explique un peu la méthodologie du Talmud. Donc, on voit également, avec ce personnage, qu'il y a une place qui est très importante, qui est donnée à la halakha, et en tout cas à la présentation de la loi. L'objectif, c'est pas seulement d'interpréter le Talmud pour l'interpréter, pour l'étudier. L'objectif, c'est la loi, et c'est ce qui va primer. À partir du XIIe siècle, sous l'impulsion des Tosfot, des Tosafistes, donc l'étude du Talmud va un petit peu évoluer. Le Ramban, qui a grandement été influencé par les ouvrages des Tosfot, il va introduire la nouvelle méthode des Tosafistes en la déployant et en la développant un petit peu. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter d'unifier la méthode séfarade qui accorde une place importante à la halakha, tout en l'intégrant à partir de la méthode des Tosafistes qui consiste à partir de contradictions, de faire émerger des nouvelles règles. Cette nouvelle méthode, on l'appelle communément le chidouche,
qui est un terme intraduisible en français, je pense. On va dire que c'est la nouveauté, quelque chose comme ça. Certains préfèrent renouveau. Le renouveau, oui, je crois que c'est Je crois que Léon Ashkenazi, ouais, exact. Renouvellement de sens. Renouvellement de sens, c'est ça. Et l'idée ici, en fait, ça va être de faire émerger des sens nouveaux dans le texte, des nouvelles règles, en exacerbant un petit peu la méthode de Tosfot. Donc, on va étudier les sujets en faisant émerger de nouvelles idées à partir des contradictions du Talmud, mais toujours dans l'objectif de donner la règle de droit, donner la halakha. Ce qui n'est pas forcément le cas chez Tosfot, en tout cas pas avec la même radicalité. La totalité, je crois, des commentateurs espagnols qui viennent après le Ramban et des grandes autorités espagnoles vont écrire leur Hidushim, écrire leur renouveau de sens. Donc on a le Ramban, le Hidushé Ramban, on a le Rashba, Rabbi Shlomo ben Averet, qu'on a déjà cité, donc en fait c'est tous des élèves d'élèves, etc. Le Ritba, qui va lui aussi écrire des Hidushim, le Ran, et à partir du Ran, ça s'arrête, puisque Crescas, qui est son élève, va avoir d'autres projets, et puis le Rav Kanpenton a également aussi d'autres projets que ceux-là. Donc là, c'est pour le contexte, pour comprendre un petit peu d'où est-ce que part le Rav Kanpenton dans sa façon d'étudier. Ce qui va être intéressant chez lui, c'est qu'il va lui aussi, à son tour, opérer une révolution dans la manière d'aborder le Talmud. Donc comme on l'a dit, il va former beaucoup d'élèves à sa nouvelle méthode, qui va être rassemblé dans un ouvrage que j'ai dans mon cartable. D'ailleurs, c'est celui-là. Alors, c'est le livre d'études le plus fin que j'ai jamais vu, je crois. Il est vraiment assez fin. Je ne sais pas si tu veux regarder. Donc, en fait, il va présenter... vous pouvez l'ouvrir aussi, c'est permis. Voilà. Il s'appelle Darkei Talmud, il signifie les chemins ou les voies du Talmud, où il présente de manière assez systématique, sûrement sous l'influence de la logique, où il va présenter en fait plein de choses différentes dont on va parler tout de suite. Là on voit Darkei Agmara. Darkei Agmara, Darkei Talmud, je crois qu'il y a plusieurs versions. Cela est Darkei Agmara, c'est la même chose, Talmud Agmara, c'est le même mot dans deux langues, ou peut-être même pas dans deux langues. Est-ce qu'on sait comment lui l'a nommé à l'origine Je ne sais pas. Je crois que probablement c'est Darkei Agmara. Ou pas. Voilà, je laisse ouvert la question du crépuscule. Donc, la méthode qu'il élabore dans ce livre-là, elle repose essentiellement sur 4 grands principes directeurs. Le premier, qu'on va appeler... Alors, il y en a 3 que j'ai récupérés du coup d'un livre de Daniel Boyarin qu'il a écrit il y a très longtemps, je ne sais plus quand, qui s'appelle Aïyoun Asfaradi, donc la logique séfarade, l'étude séfarade, je ne sais pas très bien comment on traduirait ça à Aïyoun, c'est un peu pas évident à traduire. Et le 4e principe que j'ai tiré d'un article qui a été écrit par un type qui s'appelle Shlomo Toledano, où il retrace un petit peu toute la méthodologie d'étude du Talmud, depuis Rashi, pour le coup, jusqu'aux méthodes lituaniennes contemporaines. C'est un article qu'on trouve assez facilement sur Internet. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent, peut-être sur le groupe. Alors le premier principe, c'est un principe qu'on va dire rationaliste dialectique. Alors l'idée, c'est qu'on va accorder une rationalité maximale à tous les interlocuteurs impliqués dans le texte. C'est ce qu'on trouve dans l'extrait numéro 2. Donc, je vais vous le lire. Il est assez parlant de lui-même. Donc il commence comme ça. Donc c'est section 1, 4e proposition, disons. Donc au début de ton étude, mets dans ta pensée que chacun des interlocuteurs, tant celui qui questionne que celui qui répond, est un être doué d'intelligence et que toutes leurs paroles sont empreintes de sagesse et de discernement. Il n'y a en elles ni détour ni perversité, car, voyons, s'agit-il de fous dont nous traitons ici ? C'est pourquoi tu dois examiner attentivement tous les propos et voir s'il s'agit de paroles sensées, solides et saines, ou bien de propos fades, sans sel et faibles. Et tu dois considérer s'ils sont proches de la raison ou s'en éloignent, et il t'incombe de les corriger de manière à ce qu'ils soient convenables et acceptables et ne pas leur imputer la faute d'une pensée boiteuse ou faible, car ce sont toutes des paroles du Dieu vivant, et c'est ce qu'ils ont dit au départ.
que pensait-il? Et à la fin, que pensait-il? C'est un texte qu'on trouve. Ok, donc c'est en fait des marqueurs. Donc là, il explique, il illustre son propos à partir de marqueurs du Talmud, qui sont Maïsavar. Voilà, au début souvent on introduit un énoncé, l'interprétation dans la Gemara, quand on veut expliquer un énoncé d'un Mora ou d'un Tana, on l'introduit par Maïsavar, qui signifie qu'est-ce qu'il pense, quelle est son idée, qu'est-ce qu'il a tiré. Donc l'idée dans ce principe rationaliste dialectique, c'est qu'il faut appliquer le principe de charité. Donc le principe de charité, c'est un principe en théorie de l'interprétation, je crois. Je crois qu'il a été mis au point par Quine contre le rasoir d'Occam. En gros, c'est un principe qui consiste en fait à accorder aux auteurs qu'on interprète le plus de rationalité possible. Si quelque chose nous semble contraire à la raison dans ce qu'ils disent, l'origine du problème, c'est pas eux, c'est nous, c'est notre compréhension, et c'est à nous d'essayer à chaque fois de faire en sorte que ce qu'ils disent soit le plus rationnel, le plus juste, le plus pertinent possible. Alors c'est un parti pris qui dénote cette position de Rav Penton, qui dénote considérablement de ce qu'on trouve chez les Rishonim, et c'est en cela que c'est une première évolution, parce que quand on étudie les Rishonim, donc les commentateurs du Talmud du 10, 11, 12, 13, 14e siècle, on se rend compte que, alors ça évolue un petit peu, mais on se rend compte que c'est pas un problème si les auteurs qui ont précédé ceux qui parlent se trompent. L'exemple typique, c'est Tosfot, qui se prive jamais de contredire Rashi et de considérer que ce que dit Rashi n'est pas juste, sans aller chercher à chaque fois à essayer de donner du crédit à Rashi et de l'expliquer. Si Rashi dit quelque chose qui ne semble pas correspondre avec le texte, ben on le met de côté, c'est pas un problème. On trouve ça aussi chez le Meiri, qui est un très grand talmudiste qu'on a redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça, un talmudiste de Provence, qui a écrit un commentaire, qui est quelque chose entre le commentaire et le code de loi, sur la totalité du Talmud. Il ne se prive pas de proposer des interprétations différentes du texte, du Talmud, si elles ne correspondent pas à ce que dit Rashi, à ce que disent les anciens. Les choses évoluent parce qu'on trouve déjà chez le Ran une certaine déférence vis-à-vis des anciens. Typiquement, le Ran, il va appeler le Ramban et le Rashba en fait, et ses maîtres, Ramban, Rambam, comme les Avot Haolam, les pères du monde, et il va avoir un peu plus de difficulté à les contredire. Donc, ce principe-là que Rav Penton présente dans son ouvrage ne vient pas de nulle part, mais c'est lui, disons, qui le radicalise de cette façon. C'est important de le comprendre parce que aujourd'hui, je pense que dans la façon dont on étudie dans les yeshivot, je pense que c'est un principe qui a beaucoup influencé le monde des yeshivot parce que je pense qu'il viendrait à l'esprit d'aucun étudiant dans une yeshiva de ne pas chercher à donner le maximum de crédit à un auteur. Surtout quand il s'agit des Rishonim, on va toujours faire en sorte de résoudre les contradictions, de résoudre les problèmes qui pourraient se poser à nous si, dans leur interprétation, il y a quelque chose qui ne va pas avec le texte. Et on cherchera, et on tentera d'abord de leur donner du crédit, et si vraiment on se rend compte que ce n'est pas possible, on cherchera un autre auteur. Mais on n'envisagera jamais de proposer des choses nouvelles, parce qu'on considère, encore une fois, que les auteurs qui ont parlé avant nous sont extrêmement rationnels et sont extrêmement précis, rigoureux, et prennent en compte la totalité des éléments qu'on a à notre disposition et donc qu'ils ont eux aussi. Le second principe, qui est un principe terminologique, donc, qui va être la conséquence du coup du précédent, c'est l'idée qu'il va être nécessaire d'analyser systématiquement l'ensemble des termes de la séquence du Talmud que l'on commente ou de la séquence des commentateurs que l'on commente. C'est une conséquence du principe précédent parce que forcément, si on attribue aux auteurs une rigueur absolue, une rationalité absolue, si dans leurs termes il y a des choses qui clochent et des choses qui ne vont pas, c'est qu'il y a un sens à trouver. Donc déjà, ça suppose que tous les mots sont pesés, tous les mots sont intelligemment choisis, et ça suppose également donc que c'est dans le manque de rationalité apparent que le sens va émerger. S'il y a un mot qui est en trop, une redondance,
un mot qui n'a pas sa place, une variation de terme par rapport à une autre règle qu'on trouve ailleurs et qui est présentée différemment. Tous ces petits détails du langage vont être importants et vont devoir être soulevés et analysés. C'est ce qu'on trouve du coup dans le texte numéro 3, donc l'extrait numéro 3, qui est toujours dans la section 1.4, 1.2.4. Je vous le lis donc. Il s'agit là d'un principe fondamental dans l'étude. Tu dois prêter une attention rigoureuse au langage et t'efforcer de repérer toute redondance de termes, toute répétition d'idées. Examine si le propos contient une nouveauté ou non. Sois attentif à toute variation de langage, de loi ou de sujet entre un passage et un autre. Demande-toi pourquoi ce changement intervient. Recherche, scrute avec soin. Efforce-toi d'interpréter chaque mot et chaque expression de façon à faire ressortir une nouvelle idée que rien de ce qui précède ne permettrait de comprendre. Tu apprendras alors à reconnaître et à saisir la chose dans son essence et dans sa racine, et tu la circonscriras précisément dans ses limites, de sorte que tu saches clairement qui est le sujet et quel est son statut. Là, pareil, aucun étudiant d'une académie talmudique, d'une yeshiva, ne supposerait que le langage des anciens n'est pas hyper précis, n'est pas choisi avec soin. Et même les étudiants du monde lituanien aujourd'hui, ils feront toujours l'effort d'analyser dans le détail les termes employés par les rishonim, par les talmudistes de la tradition. Le troisième principe, qui est un principe structurel, qui consiste à analyser l'ordre et l'organisation, disons l'économie globale de la structure, de l'argumentation de chaque sujet. C'est ce qu'on trouve pour le coup, donc je vous ai mis dans l'extrait numéro 4, donc c'est section 1, section 1.6 et section 2.1. Au début de ton étude, tu dois parcourir toute la Souya, donc le passage talmudique que tu étudies, afin d'en saisir l'intention générale et d'en embrasser l'ensemble dans ses grandes lignes. Ce n'est qu'ensuite que tu reviendras examiner chaque détail un à un pour en comprendre la connexion interne, le fil qui les relie. Formule alors le principe général qui te vient à l'esprit, puis reprends une seconde fois la lecture du texte, vois si ce que tu as conçu dans ton esprit concorde avec les termes mêmes de la Souya. Ensuite, tu t'attacheras à analyser la racine de la chose, sa raison profonde, et tu mèneras l'enquête sur chacun de ces détails. Dans toute étude, donc là j'ai sauté, je suis passé à la section 2, dans toute étude, commence par observer qui parle, qui est l'orateur, qui est celui qui pose la question et qui répond, qui formule l'objection et qui y répond, examine si c'est un Tana avec un autre Tana, un Amora avec un autre Amora, ou un maître avec son élève. Retiens bien leur nom et veille à ne pas confondre l'auteur de l'objection avec celui qui y répond, ni l'inverse. Donc on voit encore une fois ici la considération importante qui est apportée à l'analyse structurelle, disons, du texte. Il s'agit d'être attentif, en tout cas, au déroulé de la Souya, au déroulé du passage étudié, pour d'abord ne pas se perdre dans la totalité des raisonnements, pour bien comprendre qui parle. C'est important de savoir qui parle parce que les questions qui sont posées, les problèmes et les réponses qu'on va apporter aux problèmes qui ressortent de l'étude ne vont pas être les mêmes en fonction de si c'est un élève qui répond à un maître, si c'est un Amora qui répond à un Tana, et la façon dont on va répondre changera évidemment. Le quatrième principe, du coup, que j'ai récupéré de l'article de Shlomo Toledano, c'est ce que j'ai appelé le principe systématique de systématicité. C'est l'idée que chaque commentateur du Talmud a une pensée caractéristique et une façon propre d'étudier et de présenter les choses. Donc ça, on le trouve dans l'extrait numéro 5, donc la section 5, c'est assez court, et toujours, dans tout livre de commentateur ou d'auteur que tu étudies, efforce-toi d'abord de comprendre la méthode propre de ce commentateur, la voie qu'il suit dans ses propos. Ce n'est qu'ensuite que tu engageras ton étude de son œuvre, en observant s'il reste fidèle à sa propre méthode dans les idées qu'il développe et dans les sujets qu'il aborde. C'est un principe assez important. En fait, c'est, si on veut, la répétition des trois principes précédents, mais appliquée à des auteurs. Donc, il faut d'abord bien comprendre la méthodologie d'un commentateur, et une fois qu'on a en tête sa méthodologie, reprendre les trois principes précédents et les réappliquer au texte du commentateur. Ce qui va permettre ensuite d'analyser, pareil, de la même manière. Donc, on lui attribue une rationalité maximale, on analyse sa façon de parler. C'est important parce que, imaginons qu'on sache qu'un auteur
a l'habitude de parler avec une prose assez légère, pas forcément très rigoureuse, on sera moins attentif à son langage, forcément. Si on sait qu'à l'inverse, il est très précis, on sera plus attentif. Voilà. Ça, c'est pour les grandes lignes, en tout cas, de la méthode séfarade, de la méthode comment dire, mise en avant, en tout cas développée par le Rav Kanpenton. On pourrait entrer plus dans le détail, mais je pense que c'est un peu long pour un cours. Il y a des choses... Enfin, voilà. Je mettrai aussi, je pense que le bouquin est sur Sefaria, je mettrai le lien sur le groupe, Aaron le fera, pour ceux qui voudront aller regarder dans le détail. Ce que je vais vous proposer ici, c'est quelques exemples, en tout cas 2 exemples de cette méthode chez les successeurs de Rav Kanpenton. Lui ne donne pas forcément d'exemple parce que voilà, il présente une méthode, il ne l'applique pas forcément. Il a certains moments où il va, typiquement dans la section 6, il fait une étude de tous les grands marqueurs qui se trouvent dans le Talmud. Donc toutes, vous savez, ces grandes phrases qu'on utilise pour introduire un auteur, pour introduire une question, une réponse, etc. Mais il ne rentre pas dans le détail de sujet pour illustrer son propos. On trouve ça, pour le coup, en tout cas l'utilisation de sa méthode, on la trouve chez ses successeurs. Donc je vais vous proposer une illustration de sa méthode, 2 exemples. Le premier, c'est l'illustration des principes rationalistes et terminologiques qu'on trouve chez Rav Yitzhak Abouhav et Rav Yaakov Berav, dont j'avais parlé un peu plus tôt. Alors, leur commentaire porte, en tout cas celui que j'ai choisi, porte sur alors, je n'ai pas mis la référence, si, sur une règle qu'on trouve dans le traité Brachot, folio 6b. Alors, c'est une règle qui est assez simple, qui dit que quand on sort de la synagogue, il ne faut tout simplement pas courir. Il ne faut pas marcher vite, il ne faut pas se dépêcher. Par respect pour le lieu saint, il ne faut pas donner l'impression qu'on se sauve un petit peu. On va le lire dans les mots, ça sera peut-être plus simple, de toute façon c'est assez parlant. Rabbi Elbo a dit au nom de Rav Huna, « Celui qui sort de la synagogue ne doit pas faire de grandes enjambées. » Abaye dit, donc Abaye qui est un auteur postérieur à Rav Huna, qui est un Amora lui aussi, il explique, « Cela n'a été dit que pour celui qui en sort, mais pour y rentrer, c'est une mitzvah de courir, comme il est dit, donc Osée 6.3, « Courons pour connaître l'Éternel. » Là-dessus, donc, le Rav Yitzhak Abouhav et Yaakov Berav vont s'étonner et vont poser la question qui saute à peu près aux yeux, qui est celle de savoir à quoi nous sert Abaye. Rabbi Albo présente les choses assez explicitement, c'est celui qui sort de la synagogue qui ne doit pas faire de grandes enjambées. Alors qu'est-ce qu'ajoute Abaye lorsqu'il dit ça n'a été dit que pour celui qui sort et pas pour celui qui entre. On ne comprend pas très bien ce qu'il ajoute, ce qu'il apporte là. Donc on va avoir 2 réponses qui vont être apportées, 2 réponses différentes, mais qui vont s'inscrire dans le même esprit, dans le même schéma. J'ai pas compris la question. La question, c'est Rabbi Chelbo, il te dit que quand tu sors de la synagogue, il ne faut pas se dépêcher. Abaye, il vient, il donne une précision qui a l'air de répéter ce qu'a dit Rabbi Albo, dit ce que Rabbi Albo a dit, c'est seulement quand on sort. Mais quand on entre, c'est une mitzvah de courir. C'est pas évident à comprendre d'emblée tout de suite ce qu'il apporte de nouveau. Alors, la réponse que propose Rav Yitzhak Abouhav, c'est en fait de distinguer dans les termes qu'emploie Abaye entre celui qui sort sans l'intention de revenir et celui qui sort dans l'intention de revenir. C'est dans l'extrait numéro 7 que je vous ai mis. Donc là, je vous ai mis sa petite explication. Donc, Lo Amran, on va lire en hébreu. Lo Amran, que Elal et Mifak, donc en hébreu, ça correspond à ce que disait Abaye. Donc je vous reprends Abaye. Donc Abaye dit Lo Amran, Elal et Mifak, Aval le Me'al, Mitzvah le Mirat. Donc Lo Amran, cela n'a été dit Elal et Mifak que pour celui qui sort, Aval le Me'al, mais pour celui qui entre, Mitzvah le Mirat, c'est une mitzvah de courir. Rav Yitzhak Abouhav, il va retenir les termes qui sont employés et qui vont être différents de ceux... en fait, il va montrer que les termes qu'utilise Abaye sont différents de ceux qu'utilise Rav Chelbo, et c'est par l'analyse de ces termes qu'il va en déduire une règle, enfin, l'intérêt de la prise de parole de Abaye.
Donc on va lire en hébreu. Lo amran et la lemifak. Et là, ayotse lemifak. Donc ça, c'est l'interprétation. Donc la première partie reprend le texte du Talmud. Et la deuxième partie, donc, et là, ayotse lemifak, c'est lui qui parle. Donc c'est le Rav Yitzhak Abouav. Lo amran, ce que nous avons dit, entre parenthèses, ayotse, concernant celui qui sort, et la lemifak, cela ne s'applique que lorsqu'il sort réellement. Et là, ayotse lemifak, explication de ce passage-là par le Rav Yitzhak Abouav. Autrement dit, lorsqu'il sort avec l'intention de quitter le lieu. Lui considère que le terme lemifak, qui est différent du terme employé par Rabbi Chelbo au nom de Ravuna, qui est seulement celui de ayotse mi bet hakneset. Pour lui, ici, il y a un élément d'intention qui se greffe à l'action de se déplacer, de sortir. Et donc pour lui, yotse lemifak, ça signifie de sortir dans l'intention de ne pas revenir, sans l'intention de revenir. À la différence de aval l'éméral, qui pour lui signifie, donc le terme l'éméral, qui signifie pas seulement les iranes de rentrer, mais qui signifie de sortir dans l'intention de revenir. Donc, il propose une autre interprétation des termes que celle qu'on aurait pu avoir d'emblée en lisant le traité Brachot. La réponse de Rav Yitzhak Yaakov Berav, en fait, il va y avoir deux réponses. Il va donner deux réponses. Et il va analyser autre chose. Là où il va mettre l'accent, c'est sur des termes a priori en plus que Abaye rajoute et qui justement ne sont pas présents dans l'énoncé de Rav Chelbo. Ces deux termes, c'est le terme de mitzvah d'abord et le terme de mirat ensuite. Ce que va dire Rabbi Yaakov Berav, c'est que si on est attentif à la façon dont Abaye présente les choses, on remarque que ce qu'il ajoute, c'est justement de dire qu'en fait, il y aurait une mitzvah de courir pour entrer à la synagogue. Si on s'était arrêté à l'énoncé de Rabbi Chelbo, on aurait dit il y a un interdit de courir en sortant, mais donc c'est permis de courir en entrant. Ce qui ne veut pas dire que donc c'est une pratique. Ça ne voudrait pas dire qu'il y a une mitzvah. Là viendrait Abaye dire attention, quand tu entres, il y a une mitzvah, il y a quelque chose en plus à courir. La deuxième réponse qu'il apporte, c'est cette fois en mettant l'accent sur le thème mirat, qui signifie justement courir. Donc Abaye ajouterait à ce moment-là que non seulement il y a une mitzvah de marcher vite pour aller à la synagogue, mais il y a en plus de ça une mitzvah de courir, qui n'est pas seulement une mitzvah de faire des pas rapides. Dans les termes de Rabbi Chelbo, dans l'énoncé sur lequel intervient Abaye, on voit que l'interdit c'est de faire des grands pas, des pas rapides. Et on n'est pas encore, donc on est dans une marche rapide, on n'est pas encore dans de la course. Ce que viendrait dire Abaye, c'est que non seulement il y a une mitzvah de courir, de marcher rapidement pour entrer à la synagogue, mais en plus de ça, il y a une mitzvah de courir. Donc ici, on voit qu'il y a les deux principes qui sont les principes de rationalité et le principe de terminologie qui sont employés par ces auteurs-là, qui sont donc des élèves de Rav Kanpenton et élèves d'élèves de Rav Kanpenton. Principe de rationalité parce que on considère que Abaye ne parle pas pour rien, qu'il est précis dans les termes qu'il emploie. Et principe terminologique parce qu'on analyse, alors chacun à sa manière, certains sur la définition, d'autres sur les redondances, sur les termes en plus. On va analyser les termes et c'est à partir de cette analyse des termes qu'on va résoudre la contradiction et faire émerger de nouvelles règles. Je conclurai sur des exemples du principe de systématicité chez les élèves de Rav Kanpenton. Alors, sans citer de texte, simplement, on sait que à partir de Rav Kanpenton va se développer une littérature de méthodologie. Il y a énormément d'élèves de Rav Kanpenton et d'élèves qui, influencés par le Gedarka Gemara, vont proposer des livres de méthodologie plus ou moins précis, que ce soit sur le Talmud, que ce soit sur les 13 principes herméneutiques. Notamment, donc j'en ai identifié deux. Donc il y en a un qui a été écrit par le rabbin Yehoshua Halevi de Tlemcen, donc un rabbin algérien du XVe siècle, qui va immigrer à Tolède, en Espagne, pour fuir les pogroms à l'encontre des Juifs d'Afrique du Nord. Donc son bouquin, il est assez connu, il s'appelle le Halichot Olam. Il se divise en 5 parties. Dans la première, il fait une généalogie de la Mishnah et du Talmud, donc des auteurs de la Mishnah et du Talmud. Dans la seconde, il va faire une explication des prérequis, des bases du Talmud et de la méthodologie talmudique en général. Dans la 4e partie du livre, il propose une méthodologie de la Mishnah.
dans la troisième, dans la quatrième, il fait une explication des 13 principes herméneutiques avec lesquels on tire la loi des versets de la Bible. Et en cinquième, il va présenter ce qu'il appelle les règles de prise des décisions juridiques. À la suite du Halichot Olam du Rav Yoshua Halevi de Tlemcen, on va avoir également Rav Yosef Karo, qui va rédiger lui aussi un complément au Halichot Olam, qui va intituler Klalei Hagmara, et dans lequel il va présenter ce qui, selon lui, n'a pas été présenté dans le Halichot Olam, qui venait un petit peu avant lui. Donc on voit que, également au niveau du principe de systématicité, donc dans l'idée que les auteurs ont une méthode, ont une façon de présenter, une façon d'analyser les textes, on va voir comme ça, en tout cas chez deux auteurs assez importants de la tradition, une réitération du geste de Rav Penton qui va consister à leur tour présenter des règles pour l'étude du Talmud qui vont, pour le coup pour Rav Yosef Karo, être utilisées de manière assez rigoureuse et assez répétée dans son analyse des commentateurs qu'il va faire dans le Beth Yosef, donc qui est son grand œuvre. En fait, c'est un commentaire sur le tour, c'est un commentaire à la Chik dans lequel il va reprendre les règles que le tour énonce, il va essayer de les motiver, en trouver l'origine, les discuter à partir d'autres auteurs de la tradition et trancher en fonction d'une méthode qu'il a mis au point dans son introduction. Voilà pour moi, voilà pour la présentation assez générale en tout cas de la méthode séfarade. Évidemment, il faudrait plus d'une présentation pour entrer dans le détail, mais je pense que là, on a déjà un petit panorama des grandes lignes directrices, en tout cas, de cette méthode. Merci de m'avoir écouté. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.